Le ministre des Mines face à la presse sur la situation d'exploitation d'or au Mali. Il a notamment été question du nouveau code minier et du contenu local. Professeur Amadou Keïta a également abordé le cas particulier de la mine de Tabakoto qui traverse une période difficile. Le comité indépendant de suivi-évaluation de mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation élabore son deuxième rapport avec les ministères. Le comité évalue les actions réalisées dans chaque département ministériel sur la mise en œuvre des recommandations. À suivre également des membres du CNT à la rencontre des travailleurs de la Comatex. Ils étaient à Ségou pour s'enquérir de l'état de la compagnie depuis sa réouverture. Les visiteurs apprécient les efforts déjà faits et proposent des pistes de solutions pour booster la production. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes mercredi. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire à Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta. Et nous aurons le communiqué de ce conseil incessamment. Et cette nouvelle visite d'amitié et de travail d'une délégation ministérielle à Moscou, en Fédération de Russie, elle est conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, avec à ses côtés le colonel Sadio Kabara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Cette visite s'inscrit en droite ligne de l'ambition des autorités des deux pays de hisser leur partenariat stratégique à une dimension dynamique d'échanges politiques réguliers et de coopération diversifiée et mutuellement avantageuse. Cela dans un contexte national et sous-régional en pleine mutation. Outre la solide coopération militaire qui a abouti à un renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité maliennes, le Mali est également inscrit au cœur de l'agenda économique de la Russie avec un portefeuille de projets prioritaires dans les domaines aussi variés que l'énergie, les transports, l'agriculture, l'éducation. Cette visite à Moscou de la délégation conduite par le chef de la diplomatie malienne constituera une étape supplémentaire pour le renforcement de l'axe Bamako-Moscou, fondé sur le respect mutuel, l'amitié et la solidarité, un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice des populations des deux pays et en vue de l'amorce d'un développement socio-économique harmonieux et durable. Je vous l'annonçais, des membres de la Commission des finances de l'économie du plan de la promotion du secteur privé des industries du CNT étaient hier à la Comatex pour s'enquérir de l'état de la compagnie depuis sa relance il y a environ un an. À l'issue des échanges, les visiteurs ont apprécié les efforts déjà faits et proposé des pistes de solutions pour booster la production et la rentabilité à la Comatex. Les détails sur cette visite avec Ramata Konaté et Bassi Traoré. Du magasin de stockage de coton au processus de production de fils et de tissus imprimés, rien n'échappe à la commission finances du CNT, Conseil national de transition, en visite à la Comatex, compagnie malienne des textiles. Une visite suivie de rencontres avec la direction générale et les syndicats de cette entreprise. Cette mission du CNT vise à faire l'état de mise en œuvre des recommandations faites par l'institution suite à l'ordonnance portant création de la Comatex SA en mars 2023. Les recommandations à évaluer sont entre autres la modernisation de l'entreprise, l'amélioration de la gouvernance, la trésorerie. Dans l'ensemble, je suis satisfait parce qu'il faut le reconnaître. L'usine a commencé en juillet dernier tout près. On ne peut pas tout faire tout de suite, mais c'était pour voir l'état d'exécution. Nous avons pris bonne note. Nous leur avons demandé d'améliorer la gestion de la Comatex. Nous leur avons même proposé la création d'une structure COGEP, contrôle de gestion et de planification, qui va s'occuper des aspects de gestion et des aspects de planification. Autre recommandation faisant l'objet d'évaluation, l'élaboration d'un plan de développement 2024-2026. La création de la Comatex a injecté dans l'économie locale de Ségou près de 100 millions mensuels. Ségou est en train de revivre aujourd'hui. C'est à eux de tout faire pour préserver cet acquis-là. Un message très fort qui va à l'endroit des responsables de la Comatex.
à leur faire comprendre que l'État qui a décidé de les accompagner va s'assumer. Auparavant, les membres de la commission finances du CNT avaient échangé avec le directeur de cabinet du gouverneur de Ségou sur les objectifs de cette mission, une mission qui se situe dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Ici à Bamako, le comité indépendant de suivi, évaluation, de mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation Sincère-ANR élabore son deuxième rapport avec les ministères. Le comité évalue les actions réalisées dans chaque département ministériel sur la mise en œuvre des recommandations. On en sait plus avec Abdul Karim Kaba. À l'issue de 2 semaines de travaux, les membres du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation CNCR-ANR et les représentants des départements ont accordé leur violon quant à l'exécution ou la réalisation des recommandations. C'est le lieu de saluer très sincèrement l'assiduité et les contributions remarquables des représentants des départements ministériels au cours des échanges. C'est la preuve éclatante qu'il y a de plus en plus une appropriation des outils de travail. Cette dynamique dont on a fortement besoin doit être entretenue de part et d'autre. Ces rencontres permettent d'harmoniser les données en vue de l'élaboration du deuxième rapport du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation CNCR-ANR. En dépit de quelques incompréhensions dues à des facteurs indépendants des volontés, nous avons maintenu le cap jusqu'à ce jour. Notre objectif était d'actualiser les statuts des recommandations. Et pour ce faire, nous avons procédé ensemble à une lecture commune des recommandations. Non pas pour avoir forcément les mêmes points de vue sur telle ou telle donnée, mais pour partager les approches. Après cette étape, le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation réalisera le rapport, lequel rapport sera remis au président de la transition le 31 mars prochain. Le ministre des Mines a animé cet après-midi un point de presse sur la situation d'exploitation d'or au Mali. Il a notamment été question du nouveau code minier et du contenu local. Professeur Amadou Keïta a également abordé le cas particulier de la mine de Tabakoto qui traverse un moment difficile. Rappelons que le Mali a produit en 2023 plus de 65 tonnes d'or. Souleymane Kenzan Sidibé. Le pays a produit plus de 65 tonnes d'or en 2023, un record dû certainement à l'audit minier mené par les autorités de la transition. Cet audit avait conduit à la création d'un code minier et dénombré 15 sociétés minières opérant au Mali. Ce code, en plus d'augmenter la part du Mali dans les mines, développe le contenu local, c'est avec la création des sociétés minières nationales devant impulser le développement. L'audit minier a permis également d'améliorer la gouvernance financière des sociétés minières, le respect des conventions établies entre elles et l'État du Mali. Cependant, ce beau tableau a un point noir. Le point noir, c'est la société minière de Tabakoto. Elle souffre dettes excessives, retard dans le paiement des salaires, difficultés de production. La société est invitée au respect des conventions. Tout ça est suivi aussi au plus haut niveau. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faillir. Tout ça est suivi de très près au plus haut niveau, justement pour que nous fassions en sorte que l'exploitation minière, si elle s'est faite, qu'elle s'est faite sous la base des textes du code et aussi en tenant compte des intérêts du peuple malien. La société doit pourtant respecter les conventions. L'État n'abandonne pas Tabakoto. Sa population, pas moins non plus la mine de Tabakoto. Vous savez que l'État est actionnaire aussi. L'État est actionnaire des sociétés minières. Mais les sociétés minières sont quand même pourvoyeuses de ressources financières à travers, comme je dis, les dividendes, à travers les impôts et taxes, les actions de développement communautaire. Et donc, tout naturellement, l'État a intérêt à soutenir les entreprises minières pour faire en sorte que, justement, elles puissent satisfaire, justement, toutes ces exigences-là. Le ministère élabore la politique d'exploitation, de recherche et d'implantation des sociétés minières. Le ministère assure ainsi la police pour le bon fonctionnement du secteur minier.
Et ce communiqué de la Maison de la Presse du Mali, le président de la Maison de la Presse informe l'ensemble des organisations professionnelles de la presse que la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de la presse au président de la transition, chef de l'État, aura lieu le jeudi 29 février 2024. Initialement prévue à 15h, la cérémonie aura lieu à 14h, mise en place terminée 13h30. À cet effet, il est demandé aux organisations professionnelles de se faire représenter chacune par un représentant. Et l'atelier de validation des termes de référence du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale tire vers sa fin. Le comité de pilotage est parvenu à adopter les termes de référence de cette rencontre entre Maliens. Ils seront présentés de manière solennelle demain 29 février 2024 au Centre international des conférences de Bamako. Ce document qui sera remis au président de la transition définit le cadre dans lequel se déroulera ce dialogue franc et sincère entre fils d'une même nation pour une paix durable. Pour plus de précisions, suivons le vice-président du comité de pilotage, professeur Jean-Bosco Konaré. Il est au micro de Abdoulaye Sako. Vous savez, ça fait déjà 3 semaines qu'on travaille. Le comité de pilotage a travaillé. Ensuite, il y a eu l'élargissement aux régions, aux gouverneurs et à la diaspora. Il faut reconnaître que les gens ont travaillé avec sérieux. Et de ce point de vue, je n'anticipe pas, mais je suis certain que le président du comité de pilotage va féliciter les uns et les autres. En dehors de ça, on a travaillé sur le thème des références qui étaient assignés au comité de pilotage parce que ces thèmes de référence doivent être validés par l'atelier national. Et donc, demain, c'est ce travail qu'on va faire. Après avoir travaillé le 26, le 27, le 28 et le 29, l'atelier va valider officiellement les thèmes de référence qui seront la base de la discussion au cours du dialogue national. Et je pense que ça, c'est déjà une démarche importante. On a posé les cadres du dialogue, mais on n'a pas entamé le dialogue. C'est les Maliens qui vont discuter entre eux par la vérité, le courage, parce que nous devons tout faire pour sortir de la crise. Et je pense que nous avons travaillé dans cette optique sans désemparer. On va remettre les thèmes de référence au président de la transition. Ça lui reviendra de poser les dates et de convoquer le début du dialogue. Et justement, ce communiqué du président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale qui informe l'opinion nationale et internationale que la cérémonie de clôture de l'atelier national de validation des termes de référence du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale aura lieu le jeudi 29 février 2024 dans la salle de 1000 places du CICB. À cette occasion, il invite les représentants du corps diplomatique, de la société civile, de la CAFO, de la jeunesse, des légitimités traditionnelles et religieuses, de la coordination des familles fondatrices, les organisations professionnelles de la presse et les communicateurs traditionnels à prendre part à cette cérémonie à partir de 15h. Le président sait compter sur la participation massive des Maliennes et des Maliens. Et toujours dans le même registre, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Aga Atayer, a rencontré les délégués de la diaspora qui participent à l'atelier de validation des TDR du dialogue intermalien. L'objectif est de partager avec eux les orientations du pays et saluer leur engagement pour les autorités de la transition. Le point avec Abdul Karim Kaba. C'est pour confirmer tout l'intérêt qu'accordent les autorités de la transition aux Maliens établis à l'extérieur. Cette initiative est une première, d'où la fierté des délégués participants à l'atelier de validation des termes de référence du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Si le Mali se réconcilie, si les Maliens se réconcilient avec eux-mêmes, d'esprit et de cœur, je crois que nous sommes les plus gagnants.
parce que nous vivons déjà chez les autres, avec beaucoup de difficultés souvent. Et c'est à travers, en tout cas, ce que le Mali dégage de notre pays d'origine, que nous sommes, en tout cas, considérés, puisque nous sommes une famille. La participation massive des Maliens établis à l'extérieur aux grandes rencontres et des prises de décision du pays est une volonté affichée des autorités de la transition. Nous veillerons auprès du comité de pilotage du dialogue intermalien à ce que vous soyez pleinement représentés aux différentes phases de ce dialogue. Notre objectif ultime est d'aboutir à une paix durable, à une sortie définitive des crises sur tous les plans, y compris au sein des organisations de la diaspora. Le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine a aussi invité les Maliens établis à l'extérieur à l'Union et à plus d'investissements au Mali. Sur un autre plan, fin de la semaine de la jeunesse de lutte contre la corruption, une semaine riche en activités qui a permis d'informer et de sensibiliser 50 000 personnes à travers l'organisation de conférences, de causeries, débats, d'activités sportives, entre autres. Le thème de cette 8e édition était 20 ans de Convention des Nations Unies contre la corruption, unissons le monde contre la corruption. Boubacar Bablé-Touré. Au terme de la 8e édition de la Semaine de la jeunesse de lutte contre la corruption, plusieurs activités ont été menées en lien avec la lutte contre la corruption, au nombre desquelles des rencontres de sensibilisation, des conférences-débats, des causeries dans les grains et des activités sportives. Un programme qui a permis la sensibilisation de 50 000 personnes. La corruption reste un obstacle pour le développement économique et social du Mali. C'est pourquoi il est important que nous poursuivions nos efforts et nous ne devrions jamais baisser les bras. Selon la Banque mondiale, entre 1 500 milliards et 2 000 milliards de dollars sont versés en pots de vin chaque année à l'échelle mondiale. Transparency International estime que le coût de la corruption à travers le monde se situerait entre 1 500 milliards et 2 000 milliards de dollars américains par année. La semaine a aussi permis aux participants venus de tous les horizons du Mali de formuler des recommandations dont l'institutionnalisation de la semaine, la promotion de la digitalisation de l'administration publique, l'accompagnement par l'État de toute initiative de lutte contre la corruption. La corruption est une pratique répandue qui constitue un véritable drame. Elle ronge les cadres dirigeants, ruine les ressorts du peuple, détourne vers les paradis fiscaux des ressources indispensables, hypothèque l'avenir de la jeunesse. Il y aura un engagement très fort dans le cadre de la lutte contre la corruption, tout simplement parce qu'on nous le répète à chaque Conseil des ministres. Et ça ne vient pas de quelqu'un d'autre, ça vient du président de la transition. Il est intransigeant là-dessus. Donc qu'on le veuille ou pas, ce changement-là va arriver. Mais ce changement aussi, il faut se dire, lorsque le bâton vient, ça peut frapper tout le monde. La remise de tableaux d'honneur à 18 personnes ressources pour leur combat dans la lutte contre la corruption et une prestation de slam sur le phénomène sont entre autres faits marquants de la cérémonie de clôture de la semaine des jeunes dédiée à la lutte contre la corruption. Ce communiqué parvenu à notre rédaction, le directeur général des impôts informe le public en général, les propriétaires de véhicules automobiles en particulier, que les vignettes ordinaires 2024 seront disponibles à compter du jeudi 7 mars 2024 au point de vente habituel. Il s'agit de la direction générale des impôts de l'ACI 2000 Amdalaï, la direction des grandes entreprises à 15 Ambougou, les centres des impôts des moyennes entreprises SIM 1 et SIM 2, les centres des impôts des 6 communes du district de Bamako, les centres des impôts des régions et des cercles. Et ce deuxième communiqué, le directeur général des impôts informe le public en général, les propriétaires de véhicules destinés au transport public
de biens et de personnes, ainsi que les propriétaires de katakatani et mototaxis, en particulier qu'en raison de l'introduction de nouvelles spécificités dans la confection des vignettes de l'année fiscale 2024, notamment celles liées à la sécurité, les vignettes relatives à la taxe sur les transports routiers de l'année fiscale 2023 restent valables jusqu'à la mise en vente effective de celle de 2024. Informer, former et sensibiliser la population sur le civisme, la citoyenneté, l'injustice sociale, la démocratie et la lutte contre la corruption constituent les missions que s'est assignées l'Observatoire pour la défense des droits de l'homme et de la démocratie, une plateforme dont les activités viennent d'être lancées ici à Bamako. Benoko Fofana pour les détails. L'Observatoire pour la défense des droits de l'homme et la démocratie est une plateforme créée en octobre dernier. Cette organisation se veut un outil de veille citoyenne pour un développement humain durable et c'est sous le thème « Corruption, démocratie et droits de l'homme au Mali » que la cérémonie de lancement des activités était placée. La structure qui vient de voir le jour est loin de rivaliser les autres organisations des droits de l'homme. Son seul combat est la protection et la promotion des droits humains, la lutte contre la corruption ainsi que la préservation des acquis démocratiques. Au cours de cette cérémonie, 3 sujets ont été discutés, à savoir la liberté d'expression, les droits de l'homme et la corruption. Chers contemporains, bannissez les pratiques de corruption. Tôt ou tard, vos actes vous rattraperont et vous conduirez à l'humiliation. Nous devons agir immédiatement et impérativement pour savoir ce que nous allons léguer pour les prochaines générations, car 86% des jeunes Maliens sont favorables à la corruption si l'occasion se présente. Les membres de l'Observatoire pour la défense des droits de l'homme et la démocratie entendent mener jusqu'au bout cette lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Le nouveau commandant de la région garde numéro 9 de Bamako a pris fonction. La cérémonie de remise de l'étendard sous la supervision du chef d'état-major général adjoint des armées a été une occasion pour rappeler les motivations de la création des régions de garde. Le point avec Abdul Karim Kaba avec le concours de la DIRPA. Colonel Abdraman Guindo est désormais le tout premier commandant de la région numéro 9 de la garde nationale. En lui remettant l'étendard, c'est l'opérationnalisation, le don de soi, l'engagement et l'esprit patriotique. Le commandant région garde numéro 9 doit honorer cet emblème de la nation en faisant preuve de leadership, comprendre sa mission, se l'approprier, s'assumer et accomplir ses devoirs pour la sécurisation des personnes et de leurs biens et la défense opérationnelle du territoire. Une garde nationale combative sereine afin de consolider les acquis et ouvrir de nouvelles perspectives dans l'accomplissement de la mission qui est la paix et la sécurité ont été les mots du général de brigade Keba Sangari. Ça permet au nouveau commandant de région militaire de prendre la mesure et surtout l'engagement que l'État du Mali lui confère pour commander cette nouvelle région de garde. Nous sommes dans la restructuration de notre outil de défense, qu'il reste lui-même, et je suis convaincu que ça va aller. Le nouveau commandant de la région numéro 9 de la garde nationale est de la 26e promotion de l'EMIA. Son cheval de bataille sera donc le professionnalisme. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que tôt le matin, ce mercredi 28 février 2024, des unités des FAMA chargées de la sécurisation des travaux de la route Kuala-Mourja-Nara ont réagi à une attaque terroriste complexe à Kuala. Les dégâts sont en cours d'évaluation. Face à la violence des combats, les terroristes en grand nombre ont replié dans le secteur de Falou où ils ont été localisés et détruits sur plusieurs bases. La situation est sous contrôle et la zone sous une haute surveillance. Les FAMA rassurent que ces terroristes seront recherchés et neutralisés.
Le commissariat à la sécurité alimentaire a tenu sa 19e session du comité de pilotage de coordination et de suivi des politiques et programmes. Cette session s'est penchée sur le bilan pour 2023 et la planification pour 2024. Déjà, les objectifs pour 2023 sont globalement atteints selon les administrateurs Youssouf Diakité, Julie Traoré. Cette 19e session du comité de pilotage, de coordination et de suivi des politiques et programmes du commissariat à la sécurité alimentaire fait principalement le bilan de 2023 et la planification pour 2024. Pour 2023, le résultat est jugé satisfaisant par les administrateurs. Cette année, aucune personne n'est signalée en phase de catastrophe. Si la campagne agricole est qualifiée de moyenne, toujours selon le cadre harmonisé, la production céréalière est en hausse par rapport à l'an dernier. Les productions de contre-saison sont estimées moyennes, tout comme les conditions pastorales et halieutiques. Le défi reste l'insécurité qui fait diminuer les productions agricoles dans certains endroits, empêche la libre circulation des troupeaux et l'accès à certaines zones de pêche. 91%, c'est le taux de réalisation des activités pour 2023 pour un budget de plus de 37 milliards de francs CFA. Nous avons globalement atteint l'ensemble de nos objectifs en termes d'assistance aux personnes vulnérables, identifiées à l'insécurité alimentaire pour le titre de l'année dernière. En plus des distributions alimentaires gratuites de 30 010 tonnes contenues dans le PNR 2023, lors de son lancement par le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta, nous avons procédé aussi à des interventions d'urgence dans le sillage des opérations militaires qui ont visé la reconquête du territoire. Nous sommes intervenus aussi pour accompagner les populations. 2023 nous a coûté environ 37 milliards de francs CFA. Pour 2024, nous sommes à peu près autour de 20 à 25 milliards de francs CFA. L'une des principales questions au centre des échanges, c'est la planification budgétaire et des activités pour 2024. Fin des activités du projet Ankata. Les responsables de l'ONG Secours Islamique France étaient réunis ce mardi pour faire le bilan des 4 années d'exécution du projet financé par l'Union européenne à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA. Le projet intervenait dans les régions de Ségou, Mopti et le district de Bamako. Reportage Sokona Kamisoko. Au cours de ces 4 dernières années, le projet Ankata, les maîtres coraniques en mouvement vers l'inclusion des enfants et jeunes talibés dans la société malienne, revendique des résultats jugés encourageants. C'est là à travers l'inclusion des jeunes et enfants talibés dans les stratégies de développement au Mali. À travers ces différents volets, les projets ont appuyé 11 organisations de maîtres écoles coraniques, y compris la Fédération nationale des maîtres coraniques, dans le renforcement des capacités financières et techniques de leurs membres, en vue de leur permettre d'entreprendre des actions de plaidoyer en faveur de l'intégration des écoles coraniques dans le système éducatif national. Le projet Ankata a été financé par l'Union européenne à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA. Il est important de souligner qu'il ne s'agit ni d'un projet de l'Union européenne, ni d'un projet du CIF, mais d'un projet inscrit dans le programme décennal de développement de l'éducation qui prévoit l'amélioration de la scolarisation à travers les écoles coraniques rénovées et un projet des organisations des maîtres coraniques. Le ministère de l'Éducation nationale rassure l'assistance de sa satisfaction de la manière dont le projet Ankata de CIF a été mis en œuvre. Le bon rapport de collaboration entre les deux structures au domaine d'intervention qui concerne l'intégration des écoles coraniques dans le système classique. D'une durée de 4 ans, le projet Ankata, les maîtres coraniques en mouvement vers l'inclusion des enfants et jeunes talibés dans la société malienne, couvrait les régions de Ségou, Mopti et le district de Bamako.
Le programme d'appui à la compétitivité Afrique de l'Ouest, PACAO, vient d'apporter un appui financier à 23 acteurs évoluant dans les filières mangue, karité et bétail-viande des régions de Koulikoro, Sikasso et du district de Bamako. C'est au total une enveloppe de 183 millions de francs CFA qui a été octroyée à ces acteurs sur un financement de l'Union européenne. Koumba Sissé pour le compte-rendu. À travers un appel à candidature lancé par le programme d'appui à la compétitivité Afrique de l'Ouest, PACAO, environ 213 dossiers ont été enregistrés. En fonction de la disponibilité des fonds du projet, 23 acteurs des filières mangue, karité et bétail-viande ont été retenus. Ces acteurs venus des régions de Koulikoro, Sikasso et du district de Bamako ont reçu leur chèque totalisant la somme de 183 millions de francs CFA. Cet appui financier vise à renforcer les capacités de production et commercialisation de ces acteurs. Nous disons merci au PACAO. Ils ont su vraiment répondre à nos besoins et ce dans le délai. Il y a d'autres filières qui vont se préparer bientôt pour lancer leurs activités. Le montant accordé aux bénéficiaires n'est pas remboursable, mais les acteurs seront suivis par rapport à sa meilleure gestion. C'est des fonds qui doivent répondre à des exigences de procédure. Tous les bénéficiaires doivent entamer les dépenses conformément au projet qui a été validé et conformément aux procédures du projet PACAO. À ce titre-là, une formation est donnée aux bénéficiaires, notamment les 23, pour qu'effectivement ils puissent connaître les procédures du projet. Dans chaque région, nous avons des représentants qui vont accompagner les bénéficiaires. Nous exhortons les activitaires de cette subvention au respect strict des contrats et des procédures de PACAO. Ce programme subvention de PACAO a été financé par l'Union européenne. L'Office de développement de la pêche et de l'aquaculture dans le delta intérieur du Niger a tenu la 6e session de son conseil d'administration au menu des travaux, le rapport d'activité, le budget 2023 et le projet de budget 2024. Le point avec Bemba Sibi et Suleiman Tepsuki. Plus de 60 000 tonnes de poissons de capture, 1371 tonnes de production aquacole et 23 tonnes de poissons au niveau des mares communautaires. Ce sont là les résultats atteints en termes de production en 2023 par l'Office de développement de la pêche et de l'aquaculture dans le delta intérieur du Niger, ODEPADIN. À cela s'ajoutent les investissements dans les infrastructures. En termes d'activité, ça a été très très riche. En termes de réalisation financière aussi, on a investi 344 millions en infrastructure, donc ce qui n'est pas du tout mal. Ces informations ont été partagées aux administrateurs lors de la 6e session du conseil d'administration de l'Office. Une session qui va examiner le rapport annuel d'activité, le contrat de performance de l'Office, le projet de cadre organique ou encore le budget 2023. S'agissant du budget 2023 de l'ODEPADIN, il a été exécuté à hauteur de 205 867 684 francs CFA sur une dotation budgétaire notifiée de 230 187 226 francs CFA, soit un taux d'exécution de 89,43%. Le budget prévisionnel 2024 est arrêté en ressources et en dépenses à la somme de 335 millions de francs CFA. Les administrateurs vont également réfléchir sur comment surmonter certaines difficultés auxquelles l'ODEPADIN est confronté, notamment la dégradation des infrastructures de Aka, Niafunke et Diafarabi, l'insuffisance des ressources humaines, matérielles et financières ou encore l'insécurité dans les zones d'intervention. Le delta intérieur du Niger représente 80% de la production halieutique du Mali. Dans la même veine, la 27e session ordinaire du conseil d'administration de l'Office du périmètre irrigué de Baguineda s'est tenue lundi. Cette session ordinaire a passé en revue les activités menées au cours de l'année écoulée et perspectives pour 2024. Reportage Adama Traoré. Selon les administrateurs de l'Office du périmètre irrigué de Baguineda, OPIB, les activités menées au cours de la campagne 2023 ont été bien exécutées, d'où la satisfaction des responsables de la structure. On a pu avoir une production globale de 22 000 tonnes en céréales, un surplus de 4 000 et quelques tonnes. Donc en produits maraîchers aussi, on a pu faire 12 000 tonnes
de production en produits maraîchers. Et quand on enlève les 30% de la consommation, on peut avoir un revenu dans la zone monétaire de plus de 2 milliards. Les démarches entreprises pour la campagne 2024 s'inscrivent dans la dynamique de faire plus de rendement que la saison écoulée. En 2024, on peut voir de produire 24 000 tonnes de céréales, donc même si plus de 2 000 tonnes par rapport à 2022. Et on va accentuer les efforts sur la production de la fumée organique. Et l'entretien du périmètre aussi sera fait à hauteur de Suez. 2024, notre budget est équilibré en dépenses à 1 milliard 800 600 000 francs CFA. En tant que producteur, j'adhère à la vision de l'OPIB. Il s'agit d'assurer l'autosuffisance en produits céréaliers et maraîchers. Le ministre de l'Agriculture exprime sa volonté de faire de l'OPIB l'un des poumons économiques de Bamako en production de riz. Il a dit de tout faire pour pouvoir maintenir et consolider les acquis en matière d'irrigation, d'aménagement et de production et même d'encadrement. Donc c'est vers cette logique que nous sommes en train de travailler. Les travaux ont permis de formuler des recommandations. Il s'agit entre autres de permettre à l'Office de disposer des ressources financières conséquentes, mettre en place un programme global d'équipement approprié. Un mot de religion à présent, 1974-2024, le centre de formation des catéchistes de Dobo dans le diocèse de Sens a 50 ans. Le lancement des activités de cette année jubilaire couplée à la messe ordinaire ce dimanche 25 février ont été officiés par l'évêque Hassan Florent Koné. Des conférences, des formations et des prières en hommage à ceux qui nous ont quittés seront organisées d'ici février 2025. De la correspondance de Drissa Koné. Venue des 8 paroisses du diocèse de Sens et hors de nos frontières, la messe de ce jour est loin d'être une messe ordinaire. Elle acte également le début des activités du cinquantenaire du centre de formation des catéchistes Saint-Barnabé de Dobo, créé en 1974. Nous avons une première formation des hommes catéchistes. Et cette formation se basera essentiellement sur le thème de l'auto-prise en charge. Nous voulons aussi donner la même formation aux femmes catéchistes. Catéchiste pour nous dans le diocèse de Sens, c'est une femme, un homme marié avec des enfants qui viennent recevoir la formation pendant 4 ans. La première année sur le plan de l'agriculture, de la prise en charge des travaux manuels, ils apprennent ça. Et les 3 autres années maintenant sur la Bible, la connaissance de l'Église, la connaissance de l'homme, l'anthropologie, la connaissance de la culture. De 1974 à nos jours, le centre a formé 223 familles catéchistes qui ont été envoyées auprès des communautés pour vulgariser ces connaissances apprises. Le 8 janvier 1974, on est arrivé ici. On était 10 familles. On a fait l'école, on a enseigné la parole de Dieu. 50 ans, pour nous, c'est important. C'est 50 ans de témoignage dans la société au Mali et témoignage aussi du point de vue de la foi. Cette année jubilaire prendra fin le 9 février 2025 par une conférence sur le thème « Catéchistes annoncent l'Évangile ». Et de Sens, nous allons à Ségou, précisément pour le lancement à Cinzana du projet de renforcement de la contribution du fonio à la production agroécologique et au système alimentaire nutritif au Mali. Ce projet d'une durée de 3 ans pour 100 millions de francs CFA est mis en œuvre par la station de recherche agronomique de Cinzana. Il concerne 7 bassins de production du pays. Kandesila. La filière fonio est une filière porteuse au Mali. Selon une enquête récente, notre pays, avec 47 664 tonnes de grains paddy, occupe la 3e place en Afrique, derrière la Guinée et le Nigeria. Sa culture reste confrontée à plusieurs défis. C'est pour contribuer à relever ces défis que la station de recherche agronomique de Cinzana, à travers un financement de la fondation américaine McKnight, lance le projet de renforcement de la contribution du fonio à la production écologique et au système alimentaire nutritif au Mali. Le fonio est une culture qui est laissée au second plan, vu les difficultés
pour l'entretien des cultures. Mais ces dernières années, il y a eu des technologies qui sont développées et c'est pour cela qu'on veut mettre ça en relief. Ce projet de 3 ans, financé à environ 100 millions de francs CFA, concerne 7 grands bassins de production. On va essayer de développer certaines technologies et de les diffuser auprès des paysans, telles que vraiment les périodes de désherbage, comment est-ce qu'on doit le faire, à quel moment et vraiment combien de fois on doit le faire pour au moins avoir un bon rendement. Le fonio est exploité sur des terres marginalisées qui sont des terres pauvres par des paysans. On veut développer des technologies pour essayer de les aider dans le cadre de la production vraiment des engrais organiques tels que les composts. Des exposés, des questions-réponses ont permis de convaincre les participants par rapport à la mise en œuvre du programme et surtout leur implication quant à l'atteinte des résultats escomptés. En 3e région, les autorités régionales ont rendu visite ce mercredi aux blessés de l'accident survenu mardi entre Koumantou et Niena. Un car en provenance de Kéniéba s'est renversé. Il transportait 82 passagers, dont 80 burkinabés et 2 maliens. Le bilan est lourd, 39 morts, dont un malien, et plus de 20 blessés qui sont pris en charge à l'hôpital de Sikasso. Compte rendu, Moustapha Doumbia, Amadou Dolo. Cette visite des autorités administratives et politiques vise à s'enquérir de l'état des blessés admis à l'hôpital de Sikasso suite à l'accident survenu le mardi 27 février vers 17h entre Niena et Koumantou. Il s'agit d'un car qui transportait 82 passagers, majoritairement burkinabés. Aussitôt informés de l'accident, nous avons pris des dispositions pour l'accueil et la prise en charge des malades. Et au total, nous avons reçu 26 cas de blessés, dont une quinzaine de cas graves. Malheureusement, nous avons enregistré 39 décès, dont 2 qui sont survenus à l'hôpital. Nous avons tant bien que mal cherché à identifier les victimes. Nous avons déclenché une enquête qui est en cours et qui va déterminer les circonstances réelles de ce drame que nous regrettons tous. La promptitude et le soutien des autorités maliennes ont été salués par les ressortissants du Burkina Faso résidant à Sikasso. Je remercie beaucoup les autorités du Mali, surtout à Sikasso. Au niveau de l'accident, ils ont fait tout ce qu'ils peuvent. Et il nous a aidés, même ils nous ont donné des fonds pour qu'on puisse vraiment débloquer les situations graves qui étaient sur place. Ce sont des Burkinabés, pour nous aujourd'hui ce sont des Maliens. Donc nous avons fait en sorte que ces victimes reçoivent les mêmes traitements que les Maliens. C'est ce que nous avons fait, et raison pour laquelle toutes les autorités administratives, politiques, coutumières et sanitaires ont été mobilisées d'hier jusqu'à aujourd'hui. Il faut signaler que 6 blessés ont été directement évacués à Bougouni. Et il m'a rejoint sur ce plateau, Ibrahim Djambélé, pour le communiqué du Conseil des ministres. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Mariam. Avec vous, donc, le communiqué du Conseil de ce mercredi. Qui vient de nous parvenir. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du programme national de sécurité de l'aviation civile. Le Conseil des ministres, en sa session du 27 décembre 2023, a pris acte d'une communication écrite relative au programme national de sécurité de l'aviation civile. Le programme national de sécurité de l'aviation civile a été adopté en application des dispositions de la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale et du Code de l'aviation civile. Et il a pour objectif l'amélioration de la sécurité dans le secteur de l'aviation civile. Le projet de décret adopté consacre l'approbation formelle du dit programme et ouvre la voie à la mise en œuvre des actions. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement, le www.sgg-mali.ml, et dans le journal L'Essor.
Au chapitre des communications, le Premier ministre, chef du gouvernement, a informé le Conseil des ministres de la modification des décrets relatifs à la nomination des membres du gouvernement et à leur attribution spécifique en ce qui concerne la dénomination du département en charge de la réconciliation. Suite à la décision du gouvernement de mettre fin à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale prend la dénomination de ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Ces attributions spécifiques sont également modifiées conséquemment. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a informé le Conseil des ministres de la dissolution de l'association dénommée Kaoural Renouveau. La dissolution des associations par le Conseil des ministres est prévue et réglée par les dispositions de l'article 13 de la loi numéro 04038 du 5 août 2004 relative aux associations. Depuis un certain temps, l'association Kaoural Renouveau, à travers son président, fait des sorties médiatiques en tenant des propos diffamatoires et subversifs à l'encontre des autorités de la transition sans aucune déclaration de condamnation de ses membres. Et ces propos de plus en plus fréquents sur les réseaux sociaux n'ont d'autre fin que de discréditer les autorités de la transition et s'aimer des troubles à l'ordre public. En outre, dans une déclaration en date du 10 août 2023, le président de l'association affirme que désormais l'association a un caractère international, ce qui n'est pas prévu dans les dispositions de la loi relative aux associations en République du Mali. Aussi, depuis l'obtention de son récépissé de déclaration à nos jours, l'association n'a jamais informé le gouverneur du district de Bamako de ses activités ni des modifications et changements intervenus dans ses statuts ou au niveau de sa direction. Au regard de ce qui précède et compte tenu des manquements constatés à la loi sur les associations, l'association Kaoural Renouveau est dissoute. Le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des ministres de la tenue d'un atelier de concertation des acteurs de l'information géospatiale et d'échange sur la relecture de la politique nationale de l'information géographique et le plan d'action pour sa mise en œuvre. L'information géographique est un outil d'aide à la prise de décision et elle est déterminante dans la mise en œuvre de tous les projets et joue un rôle essentiel dans le processus du développement économique, social, environnemental et sécuritaire du pays. À ce titre, elle doit être fiable, cohérente et harmonisée. Sa bonne gestion repose sur les orientations fixées dans la politique de l'information géographique. La relecture de la politique nationale de l'information géographique adoptée en 2012 a été jugée opportune eu égard à l'avènement de nouveaux concepts dont le cadre intégré de gestion de l'information géospatiale développé par l'initiative des Nations Unies pour la gestion globale de l'information géospatiale. C'est dans ce cadre qu'un atelier de concertation des acteurs de l'information géographique est prévu du 4 au 8 mars 2024. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la conférence préparatoire de la région Afrique de l'Ouest dans le cadre du 9e congrès panafricain de Lomé prévu les 14 et 15 mars 2024. Conformément à la décision de la 6e réunion du Haut Comité de l'Union africaine en charge de l'agenda 2021-2031 de la décennie des racines africaines et de la diaspora africaine, du 13 juin 2023, le Togo prépare le 9e congrès panafricain prévu du 29 octobre au 2 novembre 2024 sous le thème « Renouveau du panafricanisme et rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales, mobiliser les ressources et se réinventer pour agir ». Dans cette perspective, 6 conférences préparatoires sont prévues pour se tenir dans différentes régions d'Afrique, y compris la diaspora. La première des dites conférences s'est tenue en décembre 2023 à Pretoria, en Afrique du Sud, pour le compte de la région Afrique
australe. Pour la région Afrique de l'Ouest, le Togo a sollicité le Mali pour organiser la deuxième conférence qui vise comme objectif sensibiliser la diaspora et les afro-descendants sur leur origine commune africaine et la nécessité d'aller vers la création d'une organisation commune, analyser les contraintes liées à l'investissement productif de la diaspora et des afro-descendants sur le continent, réfléchir sur la création de conditions idoines pour la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières de la diaspora et des afro-descendants au profit du développement du continent, formuler des conclusions et recommandations pertinentes devant enrichir les travaux du 9e congrès panafricain de Lomé. Le choix de notre pays se justifie par sa politique de bon voisinage, sa dédicace à la paix, son engagement panafricaniste et sa perception aujourd'hui comme étant l'épicentre de l'éveil des consciences africaines en quête de souveraineté. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres de sa participation à la conférence mondiale sur l'éducation culturelle et artistique du 13 au 15 février 2024 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. La conférence mondiale sur l'éducation culturelle et artistique a enregistré la participation de 85 ministres de l'éducation et de la culture et des délégations en provenance de 125 pays membres de l'UNESCO. Le ministre de l'Éducation nationale a animé un panel sur le thème institutionnalisation et valorisation de l'éducation culturelle et artistique. À cette conférence, les ministres de la culture et de l'éducation ont adopté le cadre de l'UNESCO pour l'éducation culturelle et artistique. Ce cadre montre l'apport de l'éducation culturelle et artistique à la paix et au développement durable en faisant le lien entre le local et le mondial et en favorisant le dialogue entre les générations et les cultures. De la célébration de la journée africaine de l'alimentation scolaire. La journée africaine de l'alimentation scolaire a été instituée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement lors du 26e sommet de l'Union africaine en 2016 à Addis Abeba. L'alimentation scolaire permet de maintenir davantage les enfants à l'école, d'améliorer leur état nutritionnel, leur performance scolaire et de booster la production locale tout en stimulant l'entrepreneuriat dans les collectivités bénéficiaires. L'Union africaine a retenu pour l'année 2024 le thème « Investir dans l'alimentation scolaire locale pour transformer les systèmes éducatifs pour un avenir inclusif et prospère du continent africain ». Le Mali, depuis la première édition en 2016, célèbre chaque année la journée africaine de l'alimentation scolaire. Cette 9e édition aura pour thème national la cantine scolaire endogène, socle d'une éducation inclusive et d'un avenir prospère de l'Alliance des États du Sahel. Ce thème souligne l'importance de la cantine scolaire endogène qui contribue à la résilience des communautés locales et à la continuité de l'école dans les efforts de notre pays pour la souveraineté alimentaire et nutritionnelle dans un Sahel intégré et prospère. Le nombre de cantines scolaires dans notre pays est de 2656 pour environ 700 000 bénéficiaires dont 46,93% de filles. Ces cantines scolaires ciblent les écoles fondamentales publiques ou communautaires. Cette année, la cérémonie de célébration de la 9e édition aura lieu le 1er mars 2024 à l'école fondamentale de Gouana dans la commune rurale des Kalabankoro. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la Constitution citoyenne, a informé le Conseil des ministres de la prise d'armes du 5e contingent du service national des jeunes. Le 5e contingent a été mis en route le 19 février 2024 à l'ex-service national des jeunes. La prise d'armes a eu lieu le 26 février 2024 au centre d'instruction de Bafo avec un effectif de 792 dont 94 personnels féminins. De l'organisation de la semaine du réserviste du 1er au 8 mars 2024 ici à Bamako. La semaine du réserviste est une initiative conjointe du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne et de l'amicale des anciens du service national
des jeunes. Elle a pour objectif de promouvoir l'esprit et la culture de civisme, de citoyenneté, de défense de la patrie au sein de la jeunesse. Cette semaine vise à sensibiliser la jeunesse sur l'importance du service national des jeunes et du rôle des réservistes dans les initiatives de citoyenneté auprès des communautés, mais également dans les opérations de protection de la population. La semaine des réservistes sera également marquée par l'organisation d'une grande rencontre des réservistes le 9 mars 2024 au Centre international de conférences de Bamako. De l'organisation d'un symposium national sur le football malien du 5 au 7 mars 2024 au centre d'entraînement pour sportifs d'élite de Kabala. Depuis 1960, le football malien a toujours eu des difficultés à émerger au plan africain et international en dépit des soutiens politiques intenses. Fort de ces constats, le ministère en charge des sports a décidé d'organiser un symposium national en vue de mener une réflexion approfondie aux fins d'identifier les contraintes majeures à l'atteinte des objectifs et de formuler des propositions pertinentes visant à améliorer la performance de la sélection nationale senior de football. Participeront à ce symposium les représentants des institutions de la République, des départements ministériels et du mouvement sportif national de la Fédération malienne de football, des journalistes sportifs, des anciens joueurs, des anciens ministres des sports, des experts nationaux et internationaux et de l'Association des entraîneurs du Mali. Les conclusions du symposium seront mises en œuvre par la Fédération malienne de football en rapport avec l'encadrement technique. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la table ronde de haut niveau sur femmes et transition politique en Afrique tenue du 19 au 21 février 2024 en Djamena, au Tchad. La rencontre avait pour but de contribuer au renforcement d'une gouvernance politique inclusive dans les pays en transition en Afrique, fondée sur le principe d'égalité et d'équité entre les hommes et les femmes. Le Mali a fait des présentations portant sur les défis et opportunités à la participation des femmes au processus de transition en cours dans leur pays et les stratégies à adopter pour des transitions pacifiques et inclusives. Le plan d'action national sur la résolution 1325 des Nations Unies. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a également participé à un dialogue intergénérationnel avec ses homologues sur le thème « Comment préparer les jeunes à jouer pleinement leur rôle dans les processus de transition politique ». La vision du président de la transition, chef de l'État, relative aux réformes réalisées et en cours de réalisation, a été partagée avec les représentants des autres gouvernements et des organisations internationales. À l'issue des travaux, des recommandations ont été formulées dans les domaines de la législation, de l'autonomisation économique des femmes, de l'intégration des femmes et des filles dans les organes de prise de décision, de l'approbation nationale des plans d'action nationaux sur la résolution 1325 et de mobilisation des ressources et d'accompagnement de la transition. Du déroulé de la cérémonie de lancement des activités de la feuille de route sur genre, élections et réformes le jeudi 8 février 2024. La cérémonie de lancement s'est déroulée au Centre international de conférences de Bamako et c'était sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, avec à ses côtés certains membres du gouvernement et du Conseil national de transition, les autorités politiques administratives du district de Bamako, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers. La feuille de route sur genre, élections et réformes 2024-2026, remise au ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation pour le président de la transition, chef de l'État, s'articule autour de 3 composantes, à savoir la prise en compte du genre dans la dynamique des réformes institutionnelles administratives, la participation accrue des femmes aux échéances électorales et leur accès aux instances de décision, le suivi de la mise en œuvre de l'organisation de la journée de mobilisation des femmes en soutien au retrait de l'Alliance des États du Sahel et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest le 9 février 2024.
Suite au communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger relatif à leur retrait sans délai de la CEDEAO le 28 janvier 2024, les populations des trois pays ont salué cette décision. Pour marquer leur adhésion et leur soutien aux autorités de la transition, des milliers de femmes du district de Bamako et des capitales régionales se sont mobilisées pour soutenir la décision de retrait sans délai des autorités des pays de l'AES de la CEDEAO. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 7e édition du Salon international de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage 2024 du Burkina Faso tenu du 20 au 24 février 2024. Une forte délégation de la République du Mali a participé au Salon international de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage au Burkina Faso. La 7e édition du salon, placée sous le thème « L'impact de la crise sécuritaire sur le secteur agro-silvo-pastoral, état des lieux et perspectives » avec comme pays invité d'honneur le Mali. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé les conseils des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Mariam Koné, c'est son retour. Merci beaucoup Ibrahima Djombele et restez avec nous pour suivre le dernier hommage rendu à Marafa Traoré, un pilier de la justice et de la sécurité sociale s'est éteint le 25 février dernier. Ainsi, le Mali perd un homme politique émérite et défenseur des droits fondamentaux. Les funérailles et les hommages officiels se sont déroulés cet après-midi à Sotuba en présence des autorités politiques et administratives. La nation malienne se souvient et rend hommage à un homme politique exemplaire qui a consacré sa vie à la justice, à la sécurité sociale et au bien-être de son peuple. Reportage Agibou Koulibaly, Barakou Maïga. La nation malienne est en deuil suite au décès de Maharafa Traoré, un homme politique respecté, ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi qu'administrateur du travail et de la sécurité sociale. Je retiens de lui un cadre émérite qui a dédié sa vie professionnelle au service du pays. Je crois qu'il a servi le pays avec abnégation, avec loyauté, avec sincérité, avec compétence. Je crois que le Mali perd en lui un grand serviteur loyal qui a tout donné au pays. Des personnalités politiques, des collègues et des citoyens ordinaires ont exprimé leur tristesse et ont salué la contribution exceptionnelle de Maharafa Traoré à l'édification d'une société plus juste et équitable. Un homme de compagnie agréable, intelligent, travailleur, serviable, et qui voulait tous les jours être utile à tout le monde. Maharafa, c'est d'abord du citoyen que je vais parler. Un citoyen exemplaire, un cadre exemplaire, un cadre émérite. Maharafa a contribué à la formation de centaines et de centaines, sinon des milliers de cadres dans ce pays. Maharafa, secrétaire général du ministère de la fonction publique pendant des années, a fait le bon exemple. Il a montré que l'on peut être au laboratoire et être efficace. Sa carrière politique a été marquée par son engagement en faveur de la justice et des droits fondamentaux. En tant que ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maharafa Traoré a contribué de manière significative à renforcer l'indépendance du système judiciaire malien et à promouvoir l'équité et la transparence. La bonté personnifiée. Maharafa était quelqu'un de très humble, très serviable, très gentil. Ce que je retiens de lui, c'est que c'est un homme vraiment très sociable. Il a aidé toute la famille. Il n'a jamais eu de problème avec personne. Les mots ne manquent vraiment pour le qualifier. Il a été un support pour tout le monde. Il n'a jamais fait la distinction entre ses enfants et les enfants d'autrui. Son héritage reste un pilier pour les générations futures qui luttent pour des conditions de travail justes et une sécurité sociale inclusive. Il repose désormais au cimetière de Sotuba.
Que son âme repose en paix. Et avant de nous quitter, à suivre dans nos programmes à 21h30, le débat Malikoura Tassira avec le Premier ministre en Bamanakan sur toutes les questions d'actualité. Débat à suivre sur tout le réseau synchronisé de l'ORTM à partir de 21h30. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.